Donc, comme on vous l'a déjà annoncé, on va débuter ce 29e colloque des CESU avec cette séance, ces conférences inaugurales. Et on a l'honneur d'accueillir deux grandes personnes. Je meuble un peu le temps que Jacques arrive sur scène. Jacques Tardif, que tout le monde connaît, mais que je vais représenter. Une session sur la liberté d'enseigner et une session sur la liberté d'apprendre. Ne perds pas tout. Et donc, pour commencer, on a un point commun entre nos deux intervenants. L'un y vit et l'autre, si mes notes sont bonnes, il a fait un passage pour un stage post-doctoral. C'est donc le Canada, c'est bien ça? Donc, je vous remercie d'accueillir pour débuter cette session sur la liberté d'enseigner le professeur Patrick Dehaille, qui est actuellement conseiller médical à la direction générale de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et qui est aussi vice-doyen de l'UFR des sciences médicales de Bordeaux. Merci d'avoir répondu présent. Et donc, c'est à vous pour la première conférence sur la liberté d'enseigner. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous de m'accueillir ici pour faire cette présentation. Et je dois dire que je suis extrêmement honoré de participer pour plusieurs raisons. J'ai été très honoré que Julien me permette de faire cette conférence, me témoigne sa confiance à travers cette proposition. Je suis très honoré aussi de la faire avec le professeur Jacques Tardif, parce qu'effectivement, mon passage à Montréal m'a permis d'entendre parler de lui et puis de le suivre aussi après. Et puis, je suis très honoré parce qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, on sent surtout une vraie ambiance amicale entre vous et une dynamique extrêmement positive. Alors, on m'a proposé un thème qui n'est pas du tout mon thème de prédilection au départ, hein, bien sûr, très large, la liberté d'enseigner. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on y va. Liberté d'enseigner, pour faire plaisir à Julien, ça peut être très intéressant de s'y pencher un petit peu. Et puis après, les auteurs, le président et Julien, alors je vais essayer de tester ça, voilà, m'ont dit oui, alors il y a des objectifs. Alors il y a des objectifs, alors la liberté tout de suite, là, était un peu contrainte. Et on m'a dit, il va falloir parler de confronter la liberté pédagogique de l'enseignant et l'uniformisation des pratiques, et puis aussi de préserver l'indépendance de l'enseignant dans le respect des programmes, défendre l'enseignement face à l'endoctrinement et identifier la place de l'expérimentation et de la recherche en pédagogie. Et puis on m'a dit il faut aussi utiliser les diapositives avec les petits ballons. Donc j'ai trouvé que pour une présentation sur la liberté, ça partait bien cette affaire. Alors, bon, moi je suis... On me demande quelque chose, je m'y plie avec plaisir. Et donc, je vais essayer d'aborder effectivement les diapositives suivantes, ces 4 points, en les séparant un petit peu. Dans un premier temps, on va parler de la liberté pédagogique face à l'uniformisation des pratiques et puis même face au cadre, on va voir, hein, au cadre auquel nous sommes soumis. Je vais y associer la notion d'indépendance. Alors, on parlera de qu'est-ce que c'est la liberté pédagogique ? Quels sont les risques et les bénéfices potentiels de cette liberté? Quelles sont en fait actuellement les contraintes pédagogiques au cours des études de santé en France? Je n'ai pas pu faire parce qu'effectivement c'est très différent d'un pays à l'autre et donc on va se focaliser sur la France par rapport à ces contraintes. Pourquoi un cadre contraint? Est-ce qu'il y a des contraintes de fond, des contraintes de forme? Quel est l'impact aussi du type de formation sur cette liberté? Et je prendrai l'exemple de la médecine que je connais un peu mieux que les autres formations, mais je connais aussi les sciences de la réadaptation. Et puis, comment on va essayer de rester libre dans un cadre contraint et pour quel objectif? Et sur ce dernier point, je vais certainement un petit peu dériver pour essayer de répondre aux autres propositions. Comment on défend l'enseignement face à l'endoctrinement? Et je prendrai un exemple parmi d'autres. Et puis, on parlera un tout petit peu de recherche pédagogique à la fin. Alors, la liberté pédagogique, d'abord j'ai regardé la liberté, enfin j'ai fait comme tout le monde, hein, je suis allé sur le net, et puis j'ai essayé de trouver des réflexions un peu pertinentes pour ouvrir mon diaporama, et j'ai trouvé celle-ci. Alors la liberté pédagogique n'a jamais été l'anarchisme pédagogique. C'est d'ailleurs beaucoup plus sécurisant d'avancer à la lumière de ce que l'institution a défini sur la base de la recherche. La liberté pédagogique, c'est un moyen. Alors, bon, j'ai trouvé ça intéressant, mais je vais vous laisser deviner qui a écrit cette phrase. Enfin, vous n'allez pas deviner. C'est notre ministre de l'Éducation qui l'a fait. Alors, c'est la première fois et dernière fois que je cite un ministre hein, dans le topo.
Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais néanmoins, j'ai trouvé ça pertinent parce que ça faisait écho à la nécessité d'avoir un cadre défini et de ne pas être dans le néant. Et puis, il faisait référence également à cette notion de recherche pédagogique sur laquelle s'appuyer. Et enfin, il évoquait la liberté non pas comme une finalité, mais comme un moyen pour atteindre certains objectifs. Alors, je me suis également intéressé à des cartes mentales autour de la notion de liberté d'entreprendre dans les entreprises. Et j'ai trouvé celle-ci qui me paraît tout à fait faire écho à la liberté pédagogique. On parle là de liberté individuelle, liberté sociale, responsabilité morale, les droits et la liberté dans la pédagogie comme dans le monde d'entreprise. Le libre arbitre, bien sûr, et puis une notion aussi complémentaire, ce qu'on appelle la liberté positive et la liberté négative. La liberté négative, en fait, c'est une liberté imaginée dans un monde sans entrave. C'est ça la liberté négative. Alors que la liberté positive, c'est plutôt comment essayer de faire des propositions dans un monde un peu contraint, mais qui nous permettent un petit peu d'avoir un certain degré de liberté, de faire des propositions donc dans un cadre défini. Et puis, je pense qu'on ne peut pas parler de liberté sans parler de créativité, parce que c'est un peu comme ça, en tout cas moi, que je vois la liberté pédagogique. C'est la liberté pédagogique aussi au sens de la créativité qui va pouvoir être développée. Et donc là, voilà, aussi une carte mentale qui fait écho, je pense, à ce que nous pouvons avoir en tête quand on parle de liberté pédagogique. Un esprit, un état d'esprit, on verra lequel, l'innovation, les connaissances, l'inspiration, la motivation des étudiants, mais aussi des enseignants, etc. Alors le remue-ménage, pour ne pas dire brainstorming, le remue-ménage, très important aussi, bien sûr, qu'on va pouvoir développer dans un cadre un peu libre pour pouvoir créer. Alors, parlons maintenant des risques potentiels très rapidement et des bénéfices attendus d'une certaine liberté pédagogique. Les risques si on est hors cadre, donc un peu le risque si on est dans le cadre d'une liberté négative. Si on est hors cadre, le risque, c'est que dans notre domaine, large domaine de la pédagogie en santé, on dérive vers un enseignement qui est un enseignement dogmatique, qui s'exonère complètement, comme l'a dit Madame la conseillère tout à l'heure, du fondement actuel, en tout cas, sur lequel on construit notre pédagogie, c'est-à-dire la médecine factuelle, la médecine basée sur preuves. Et puis, le risque aussi, c'est de tomber sur un enseignement qui est basé sur la seule opinion, l'opinion de quelqu'un, d'un professeur plus ou moins charismatique, ou d'un médecin, ou de n'importe qui, d'un formateur, mais une opinion qui s'éloigne des preuves, qui fait appel uniquement aussi à l'expérience. Donc ça, ce sont des risques quand même majeurs. Et puis, on peut assez vite, et je le dis un peu brutalement, mais c'est la réalité, dériver vers des risques d'emprise et de manipulation, notamment, bien sûr, des apprenants, mais aussi des collègues, avec un risque, bien sûr, une répercussion sur le soin. Les conséquences, maintenant, si le cadre existe, mais il est trop lâche ou non partagé, par exemple au niveau du territoire national, pour une même formation, bien, c'est un apprentissage qui n'est pas harmonisé, c'est une évaluation qui est partiale, qui dépend du lieu où on a fait cette formation. Il y a une inégalité, donc, au final, de formation, suivant les facultés, les services, les écoles, alors pas les écoles au sens historique du terme, mais les écoles paramédicales, par exemple. Et on va se retrouver là aussi face à une répercussion sur le soin. Ce sont des éléments qui étaient très présents dans notre milieu il y a quelques dizaines d'années. Dans certains DES, par exemple, il y avait une organisation extrêmement locale, avec aucun partage au niveau national. Et les diplômes d'études spécialisées étaient en médecine proposés avec une évolution qui n'était pas partagée. Ce qui était fait à Paris, à Amiens ou Bordeaux, ce n'était pas tout à fait la même chose et ce qu'on y apprenait non plus. Donc le risque, eh bien, le voici. Alors les bénéfices potentiels, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, de cette liberté d'enseigner ou liberté pédagogique, c'est la possibilité de temps à autre de faire un pas de côté. Un pas de côté qui me semble nécessaire à certains apprentissages, l'apprentissage de certaines compétences plutôt, par exemple la communication, par exemple l'annonce d'une mauvaise nouvelle, d'un diagnostic difficile. C'est difficile de ne pas prendre un peu la liberté de contourner le programme pour aller un peu plus loin et pour que les étudiants, les apprenants saisissent mieux le contexte dans lequel on évoque cette compétence-là. C'est pour renforcer aussi l'adhésion des étudiants et des enseignants au programme, à la formation dans son ensemble. Ça permet bien sûr d'aller vers l'innovation, on en reparlera,
Ça permet aussi d'aller au-delà du cadre, mais sans s'y soustraire. Dans ce cadre-là, on est bien dans la liberté positive, pour compléter, appuyer une notion, une compétence, un savoir-faire, être ou un savoir-agir. Et puis, et je reviendrai sur cette thématique-là, parce que ça me paraît très important, thématique chère à Edgar Morin, ça permet d'ouvrir vers la complexité. La complexité en médecine, on n'en parle pas assez, d'après moi, et c'est un élément central. Alors, quels sont nos degrés de liberté? Rapidement, on peut peut-être, comment, ou plutôt dans quel cadre peut s'exprimer la liberté pédagogique, mais c'est dans la liberté du cadre d'abord. Alors, on va voir si on peut y aller ou pas. Hein. Le cadre d'apprentissage, c'est un peu fermé. Le format des enseignements, parfois, c'est imposé. Le recrutement des apprenants, on est soumis à des règles. La durée de l'apprentissage et de l'enseignement, c'est pareil. Les étapes d'apprentissage, ça peut-être un peu plus. Et puis les outils pédagogiques. Voilà. Et puis, si on fait référence au contenu maintenant, est-ce qu'on a la possibilité, chacun dans nos disciplines, d'aller un peu plus loin dans les disciplines, les matières, les thèmes abordés, le programme ou le curriculum dans sa globalité? Est-ce qu'on peut choisir nos références ou est-ce qu'il y a des références imposées auxquelles nous ne pourrons pas nous soustraire? Sur les objectifs de la formation ou de l'enseignement lui-même et le choix de la docimologie. En fait, tout ça, quand même, dans nos études, globalement, c'est extrêmement cadré. Il y a des textes réglementaires, des textes législatifs et réglementaires, qui définissent beaucoup de choses. Madame la conseillère est partie, mais j'aurais bien aimé aborder ce sujet-là avec elle, parce qu'on va y revenir, mais peut-être que là, effectivement, ces textes réglementaires, qui sont extrêmement détaillés, empêchent en tout cas de trouver un certain degré de liberté. Nous y reviendrons. J'ai une autre question aussi qui est venue, c'est est-ce que vraiment la liberté pédagogique peut s'exprimer de la même manière, quelle que soit la formation en santé? Alors, je ne sais pas toute faite, mais je me suis posé la question par rapport aux études de médecine en 2e cycle. Je vous verrai pourquoi et je vais m'y arrêter un petit peu. La médecine en 3e cycle et puis peut-être la formation médicale continue, les DU, qu'on peut rapprocher du 3e cycle. Et également les formations paramédicales, les IFSI, donc les instituts de formation aux sciences infirmières, je dis pour Jacques Tardif, les formations paramédicales de réadaptation, kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, etc. Est-ce que, en fait, c'est la même chose et est-ce que la liberté pédagogique, la liberté d'enseigner va pouvoir s'exprimer ou pas de la même manière? Ce qu'elles ont en commun, toutes ces formations-là, c'est la finalité. On peut tomber tous d'accord là-dessus. C'est à terme de former des professionnels de santé compétents. C'est aussi un autre point commun, et je viens de l'évoquer un petit peu, ce sont des référentiels qui sont précis, voire corsetés, et souvent critiqués par les formateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent chez nous. Et puis, il y a des différences, et notamment, il y a une grosse différence pour moi, par exemple, entre la médecine du 2e cycle et les autres formations, même la médecine du 3e cycle, c'est est-ce qu'il existe ou pas une compétition nationale? Voilà, parce que ça, on va voir, c'est une finalité, mais ça joue certainement un rôle majeur dans la possibilité d'être libre dans notre format pédagogique. Eh bien, vous le savez, hein, le 2e cycle d'études médicales, il se termine par autrefois le concours, puis après l'examen classement national, c'était pour pas dire concours, et puis demain, on va dire, on ne sait pas très bien d'ailleurs, big matching, je dirais ce que c'est tout à l'heure, enfin une réforme du 2e cycle qui conduit à des examens partagés, nationaux, quand même, dématérialisés, enfin bon, voilà. Mais enfin, au final, l'idée est la même, c'est qu'il y ait une compétition nationale, et je vais revenir sur ce point-là, ça me paraît un frein important et propre à cette médecine du 2e cycle. Un autre élément qui me paraît extrêmement souhaitable de noter, et qui retentit d'après moi sur la liberté pédagogique, c'est est-ce que les étudiants dans telle ou telle formation sont au quotidien confrontés, en fait, directement au rôle professionnel pour lesquels on les forme. C'est une chose aussi fondamentale parce que là, on peut imaginer que l'étudiant concerné, l'apprenant, va pouvoir mobiliser, intégrer beaucoup plus facilement les compétences ou les connaissances qu'on va essayer de lui faire acquérir. Alors que si c'est un étudiant qui est dans une formation qui est un peu à distance du rôle qu'il jouera, ça viendra que dans quelques années, c'est plus compliqué. Alors, arrêtons-nous maintenant sur les contraintes qu'on peut identifier. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a un cadre contraint dans ces études de santé? Parce que quand même, on a une mission, c'est de soigner la population. Et l'idée générale, je pense qu'on peut en convenir, c'est à terme garantir des soins de qualité
partout sur le territoire, avec des professionnels formés, de manière plutôt homogène et plutôt aux bonnes pratiques qui reposent elles-mêmes sur des données validées, la médecine factuelle, la médecine fondée sur preuves. Je pense que ça, c'est le cadre général auquel on est attaché, et on l'a rappelé tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai, c'est ça. Et puis, c'est pas que ça. Il y a aussi derrière un autre élément qui se cache et qui est très prégnant chez les étudiants en particulier, c'est la notion d'équité. Alors, cette notion d'équité, c'est quoi? C'est le fait d'être certain, en tout cas l'idée, d'être certain que partout sur le territoire français, un étudiant dans telle ou telle formation a la même formation qu'un autre étudiant éloigné de 500 ou 800 km. Ça, c'est très très fort chez nous. C'est revendiqué en permanence. Je pense que l'équité n'existe plus depuis longtemps, mais ça reste quelque chose qui est très très marqué, notamment chez les étudiants, à travers leurs syndicats, et qui vient percuter aussi, peut-être de temps à autre, la liberté pédagogique. Alors, il y a des contraintes de forme et de fond. Contraintes de forme, les effectifs pour la médecine, le sureffectif permanent. Mon directeur général est en train d'appuyer très fort pour qu'on augmente les effectifs à la demande du ministre, etc. Bon, ça, c'est en permanence et c'est normal, c'est pour répondre. Il n'y a pas que les effectifs qu'il faut voir, mais c'est un élément très important. Les modalités proposées, ça c'est aussi, ou imposées des fois, dans certaines facultés, on dit les cours, ça se fait comme ci, comme ça, et c'est de telle heure à telle heure, et c'est à la faculté. Ça existe. Je citerai personne, mais il y a des facultés où ça se passe comme ça. Le volume horaire dédié, vous avez 1 heure, 2 heures ou 5 heures pour traiter de ce sujet-là. Le contexte de réalisation, ça c'est très important. Est-ce que le cours est réalisé à la faculté ou est-ce qu'il est réalisé, ou l'enseignement est réalisé à la faculté, en stage, en conférence d'internat, de préparation à l'internat le soir, vous voyez. Ça a un impact direct, on va le voir tout à l'heure. La disponibilité des enseignants et des formateurs, c'est une contrainte de forme majeure et qui fait écho, parfois, aux intérêts, ils sont tous partis, donc je peux le dire, divergents, entre l'hôpital et la faculté. Parce qu'effectivement, l'hôpital, des fois, il dit oui, mais toi, tu es praticien hospitalier ou infirmière, ou puis c'est les soins, et puis bon, la formation c'est bien, mais ça passe après. Tout le monde n'est pas aussi ouvert que peut-être vos établissements dans lesquels vous évoluez. C'est un élément majeur, la disponibilité des enseignants. Les contraintes de fond, ça dépend du cycle, de la finalité, j'en ai un peu parlé, je vais y revenir, des textes législatifs réglementaires, des réformes aussi, les réformes en cours ou pas, les référentiels disciplinaires, ça c'est un point majeur, c'est une contrainte de fond, parce que les référentiels disciplinaires sont parfois quasiment opposables, et donc on ne peut pas trop s'en éloigner. Voilà, ça c'est une contrainte partagée par beaucoup de formations. L'engagement pédagogique, le niveau d'engagement pédagogique des enseignants et des formateurs, ça aussi c'est une contrainte de fond. Quel est ce niveau-là et surtout comment est valorisé l'engagement pédagogique par nos institutions hospitalières ou facultaires. Alors je prends un exemple, c'est celui du 2e cycle des études médicales en France pour illustrer la notion d'impact de la finalité sur la liberté. Il y a une double finalité qui est annoncée. La double finalité du 2e cycle des études médicales, c'est d'être compétent au terme bien sûr de ces études du 2e cycle, et c'est aussi de répondre à ce fameux examen classant national final en 6e année. Donc voilà, c'est une double finalité qui est inscrite dans les textes et qui est annoncée. Mais quand on dit ça et qu'on a en face de nous un étudiant qui sait qu'avec cet examen final, il va jouer sa carrière, son choix de discipline, là où il va pouvoir faire sa formation, l'étudiant, assez naturellement, il va se focaliser là-dessus. Le côté être compétent, c'est plus difficile lorsque la fin de l'histoire, la finalité, c'est un examen avec des QCM. Très compliqué. L'examen classant national, ce n'était jusqu'à présent, et ça ne sera jusqu'en 2023, que des QCM, des dossiers cliniques, voilà. Donc l'étudiant, il dit, oui, mais moi, cet examen-là, je joue ma peau dessus. Donc oui, les compétences, très bien, mais tout ce qui va être innovation, c'est compliqué. Alors vous avez autour de cet objectif-là, vous avez en dessous de l'ECNI ce que vont devenir les examens avec une vraie évolution qui a été portée par Madame Emirati et qui est une vraie, une vraie opportunité, on va y revenir, mais pour l'instant c'est encore les ECNI, puis vous avez autour la proposition pédagogique classique que l'on peut retrouver dans beaucoup de facultés. Alors je ne vais pas passer tout en revue, mais vous voyez, bon, il y a les cours à la fac, il y a les référentiels disciplinaires, etc., etc. Les stages avec des écosses qui sont organisées, et puis aussi il y a les officines privées, les officines privées, donc les conférences nationales parisiennes qui vont partout en province, puis demain qui feront aussi des écosses privées, enfin voilà. Et si on demande aux étudiants globalement, mais
voilà, tu es en 6e année, est-ce que tu es allé beaucoup en cours? Enfin, qu'est-ce que tu as suivi qu'est-ce que tu as pris dans toute l'offre pédagogique qui était à ta disposition? Qu'est-ce que tu as pris pour avancer, pour atteindre ton objectif? Ben, principalement, hein, l'étudiant, il va choisir, c'est-à-dire tout à fait autre chose que ce qu'on propose dans les facultés, très généralement. Et là, aller faire de l'innovation pédagogique, eh ben, c'est beaucoup plus difficile. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça aille vite et fort. Donc, il va prendre les annales, il va faire des conférences privées nationales plutôt, c'est mieux parce que voilà, ils savent que ce sont des internes bien classés qui les font. Enfin, il y a un peu d'irrationnel là-dedans, mais ils sont attachés à ça. Ils vont préférer les fiches de synthèse et les référentiels alternatifs par rapport aux référentiels officiels des disciplines, parce que c'est plus synthétique, c'est plus résumé, ça va plus vite. On va moins loin dans les explications, on est plus performant pour répondre aux questions, etc., etc. Donc, vous voyez là, effectivement, il y a un fonctionnement qui est complètement comment dire, perturbé, hein, vraiment fortement perturbé par la finalité, qui est la finalité perçue par les étudiants. Les étudiants ont oublié d'être... ils vont se dire, pour être compétent, j'aurai le 3e cycle. Mais là, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est être bien classé. Alors, je prends un autre exemple qui est assez banal hein, pour nous, mais qui me fascine toujours. Je prends un professeur X ou Y, et puis on va juger de son succès, entre guillemets, par rapport à l'effectif du public d'étudiants qu'il va avoir dans différentes modalités d'enseignement. On va prendre ce professeur, il fait un cours X ou Y, mais il le fait à la faculté, sur une plage horaire bien définie par la faculté, où il va parler de ce cours en allant un petit peu plus loin, avec quelques petites digressions, enfin voilà. Et puis on va prendre ce même professeur qui va faire un cours sur à peu près la même thématique, mais en conférence facultaire. Alors déjà c'est mieux, c'est le soir, c'est en dehors de la fac, c'est quand même avec le professeur, mais voilà. Puis on va le prendre aussi sur ce qu'on appelle, nous, des tours pré-ECN. C'est quoi? C'est en fait des stages intensifs de répétition pour bien être classé. On a donné le doux nom poétique à Bordeaux de tour commando. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis on va voir ce qui va se passer. Bien, l'étudiant, alors il y avait un code couleur, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bleu c'était moyen, orange c'était à peu près bien et vert c'était très bien. Là c'est pareil, c'est le même code couleur. L'étudiant, que l'on peut qualifier d'homo economicus, qui est rationnel et maximisateur, bah lui il va foncer sur ce qui lui paraît le plus évident et en relation avec la finalité. Et donc, si la finalité est un classement national, alors l'étudiant s'intéressera principalement aux moyens lui permettant de performer avec la plus d'efficacité possible, et ce qu'il pense être le plus performant dans ce cadre-là, c'est le tour de répétition intensif. Voilà. Et le reste, là, effectivement, c'est plus compliqué d'aller vers la liberté pédagogique. Donc, dans ce contexte, avec cette finalité-là, liberté et innovation pédagogique sont entravées, ça me paraît assez clair. Et puis, des fois, il y a des contradictions entre certaines intentions pédagogiques. Vous voyez, dans le bulletin officiel de 2013, on parlait de l'approche par compétences. C'était évoqué. C'était évoqué dans les textes réglementaires. Mais l'approche par compétence dans un tel contexte, c'est très difficile à faire. Et puis, on parle aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais le 2e cycle des études médicales, c'est un cycle où on apprend des certitudes. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas trop dans... On a même, ça s'est un peu complexifié, on a des connaissances de rang A et de rang B qui sont extrêmement spécifiques et liées justement à la certitude, à cette notion de certitude. Donc, si on dit, on fait ça, puis on va mettre en docimologie, par exemple, des tests de concordance de script, ça ne va pas. Les tests de concordance de script, il faut un petit peu d'incertitude pour qu'ils soient pertinents. Bon voilà, donc on baigne là-dedans assez régulièrement dans notre pays. Donc dans ce contexte-là, l'apprentissage reste fractionné et plutôt par objectif. Néanmoins, on peut faire des choses. Et ça, c'est important de se le dire. On peut faire des choses parce qu'il n'est pas non plus obligatoire d'ajouter de l'inhibition à la contrainte. Et les étudiants, il faut les considérer aussi, et c'est le cas de la majorité, même s'ils ont cet objectif en tête, comme des étudiants extrêmement appétents, très curieux, plastiques, intéressés et enclins à aller au-delà. Ça, c'est sûr. Donc ces étudiants-là, même quand ils sont dans ce cadre extrêmement contraint avec cette finalité ECNI, ils peuvent dégager une appétence particulière. Et puis les enseignants, il n'y a rien qui les freine à la majorité des facultés à prendre quelques initiatives pour favoriser l'interactivité, sensibiliser à un sujet donné, aller un peu plus loin, contextualiser un thème, inciter l'étudiant déjà à être un peu plus acteur de sa formation et un peu moins passif. Donc, bon, voilà, je ne vais pas faire la... Même dans ce cadre-là, je veux dire, et c'est ce qu'on essaye de faire partout dans nos facultés, on essaye de proposer des choses à titre individuel et à titre collectif au nom de l'institution, parce qu'on sait que les étudiants, dès qu'on va aller proposer quelque chose qui est à la fois en lien avec ce qu'ils doivent apprendre, mais d'une manière différente, et puis qu'on essaye de le présenter de manière
bien complémentaires par rapport à ce qui est nécessaire pour eux, ben ça marche. Donc il y a une grande diversité de propositions qui ont été faites dans les facultés, hein, des classes inversées. Bon, ça c'est très bien. Alors quand on fait des classes inversées imposées, c'est un peu moins bien. Mais bon, voilà. Les idées de débriefing. Les idées de débriefing, par exemple, ça se fait de plus en plus. Alors des briefings après plein de choses différentes, des débats, enfin des films, des présentations, ou après de la simulation, la simulation même de groupe. Enfin, on a fait des choses comme ça. Et puis là, effectivement, le côté l'élément très important, c'est de bien définir les objectifs et la valeur ajoutée par rapport à la finalité principale. Oui, tu as les ECNI en ligne de mire. Mais tu vas voir, ce qu'on va discuter là ce soir à travers cette conférence débat va venir enrichir tes connaissances et ça te permettra encore mieux de répondre à tes questions. Quand on le présente comme ça, ils adhèrent. Alors voilà, bon, c'était juste pour citer quelques initiatives qui ont été bien suivies et qui vont vraiment en marge. Hein, vous voyez, le dernier, les jeux sérieux, très bien. Une conférence débat pour les mots pour le dire, c'était pour annoncer un cancer à une patiente avec plein de gens autour, des acteurs, des psychologues, des patients partenaires. Un film pour évoquer le handicap et notamment le handicap invisible. C'était The Crash Reel, l'histoire d'un snowboarder, Kevin Pierce, qui a bien marché parce que ça leur parle, c'est leur génération, ils ont vu, puis on a pu discuter derrière. Voilà. Et puis aussi des choses un peu plus, en marge, par exemple comme la médecine narrative. J'ai trouvé bien d'offrir ces possibilités de médecine narrative. On va voir qui va participer de l'approche à la complexité, et ce sont des choses auxquelles les étudiants ont adhéré. Alors je vous en parle parce que pour les médecins, ça va vous intéresser, mais je vais aller vite, mais effectivement, là, il y a un vrai changement de paradigme hein, dans les études médicales avec ce fameux deuxième cycle. Je vous en ai dit les limites tout à l'heure, il y a une vraie réforme qui a été portée, les décrets sont en train de, les textes réglementaires sont en train de sortir. C'est vraiment un cadre différent qui est offert et certainement propice à une plus grande liberté d'enseigner. On va réduire le volume des connaissances à acquérir en deuxième cycle. Il y a un examen dématérialisé qui sera passé en début de sixième année, laissant place à la sixième année à peut-être plein de plages horaires pour faire des choses intéressantes, des initiatives pédagogiques. Et puis on met l'accent sur l'apprentissage, beaucoup plus sur l'apprentissage qui va être réalisé à travers bien sûr les stages, mais aussi à travers des écosses un peu formalisées à la faculté. Voilà, bon, donc ça c'est plutôt quelque chose qui est attendu et qui paraît positif. Voilà, un apprentissage des connaissances qui va être contextualisé. Enfin, vous voyez, plein de choses qui doivent résonner avec des choses qui sont déjà faites ailleurs, et notamment au Québec. Mais enfin voilà, on est dans cette dynamique-là. Mais à la fin, quand même, il y a un appariement national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants qui vont apprendre des choses, qui vont faire des écosses, à la fin, alors c'est plus un classement, mais ça va être un appariement un peu complexe, un algorithme d'appariement un peu complexe qui va permettre, qui ressemble un peu à ce qui se fait aux États-Unis, qui va permettre à l'étudiant de faire plusieurs choix et d'avoir des notes pondérées en fonction des disciplines qu'il a choisies, et puis de voir s'il y a un agrément qui va se produire entre une place disponible quelque part et son vœu. Bref, voilà, il y a quand même cette finalité-là. Je ne sais pas comment les étudiants vont s'en saisir, mais ça existe. Alors, j'ai pris cet exemple-là, mais pour généraliser, la liberté et l'innovation pédagogique dans un cadre contraint, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais ça nécessite un certain nombre de prérequis. Des textes réglementaires peut-être un peu moins contraignants. Que la finalité perçue par les étudiants et les enseignants soit bien en accord avec celle qui est annoncée dans les textes. C'est-à-dire, faut pas, si on nous annonçait devenir compétent, puis que tout le monde ressent, oui, mais c'est être bien classé à l'ECN, ça ne va pas. Donc il faut qu'il y ait un accord là-dessus. Des programmes pédagogiques favorables, ça veut dire quoi? Ça veut dire des programmes pédagogiques qui laissent de la place un petit peu à l'innovation, qui en amont ont bien intégré cette possibilité, ce degré de liberté à insérer dans le programme, dans le cours du programme. Et puis des facultés, des écoles, des institutions, des hôpitaux qui ont un rôle incitatif et qui favorisent les expérimentations. Pour les enseignants et les formateurs, la liberté dans ce cadre contraint, elle peut s'exprimer que si les enseignants et les formateurs sont formés. Ça, c'est un élément, bien sûr, très important. On ne peut pas parler de pédagogie si on n'est pas formé, et puis on a du mal à avoir tout ce qu'on pourrait faire. Il faut qu'ils soient engagés, il faut qu'ils s'interrogent sur leur pratique professionnelle et pédagogique, qu'ils souhaitent changer de modèle un petit peu et non pas reproduire le modèle hérité des anciens, en disant ça marchait pas si mal, on arrivait à faire de la médecine quand même, comme ça, les cours magistraux, c'était pas mal, hein. Moi j'ai connu des grands professeurs qui étaient très bons, enfin, etc. Oui, bien sûr, oui, mais il faut qu'ils aient envie d'aller un peu au-delà, et puis qu'ils soient incités, encouragés, notamment par la faculté ou l'hôpital ou l'établissement dans lequel ils travaillent.
Donc ça nécessite de la part des institutions une réelle valorisation de l'engagement pédagogique. Alors là, on n'y est pas encore. Il y a en médecine un score qui est apparu. On avait un score bibliométrique qui s'appelle SIGAPS et on a fait le pendant du côté de la pédagogie, qui s'appelle le score SIAPS. Je suis incapable de vous dire à quoi correspond l'acronyme, mais SIAPS, c'est ça, c'est le pendant. Et donc maintenant, dans la carrière des futurs professeurs en médecine, où ils mettent des conférences en médecine, et les chefs de clinique aussi, on demande où est ton score, quel est ton score SIAPS. Alors ça fait référence à tout ce qu'il a fait dans la pédagogie, mais c'est encore bien loin et assez insuffisant, je pense. Une réelle reconnaissance du caractère essentiel de cette activité. Je parle de l'activité pédagogique. Ça, c'est un point qui est fondamental. Il faut que les institutions le comprennent. Je m'explique en 2 mots. Nos écoles, les CESU, sont rattachées à des établissements de santé, des écoles d'infirmières par exemple aussi. Il faut que cette pédagogie, pendant les 3 ans, 4 ans, 5 ans que suivent, que nécessite une formation, il faut que la pédagogie soit non seulement satisfaisante, mais qu'elle donne envie aux étudiants. Si les étudiants, pendant leurs années d'études, souffrent, eh bien, ça va être un facteur, encore une fois, un facteur négatif pour l'attractivité des carrières à l'hôpital. On ne peut pas demander à des étudiants qui ont été malmenés dans une école ou dans une faculté d'avoir envie de rester au CH ou au CHU attenant. C'est compliqué de faire ça. Et ça, il faut que les institutions le comprennent. C'est un temps très fort, certainement, pour améliorer l'attractivité des futurs professionnels de santé. Voilà, et puis il faut bien sûr prendre en compte le temps de travail et l'investissement nécessaire. J'ai encore un peu de temps, je pense, hein ? Oui. Bon. Merci. La liberté, innovation pédagogique. Alors, maintenant, si on parle des objectifs, qu'est-ce qu'on va en faire de cette liberté qu'on a trouvé, enfin, dans le cadre un peu contraint, on a trouvé les leviers, les petites failles qui nous permettent d'exprimer une liberté. Alors, il y a des objectifs vertueux, et je vais essayer de les lister. D'après moi, d'abord, ça peut être très utile pour optimiser le temps de présentiel avec les étudiants. Quand on a 2 ou 3 heures pour un thème, peut-être qu'il ne faut pas consommer ce temps-là avec un cours magistral. Hein. Peut-être qu'on peut faire autre chose derrière. Demander que le cours soit vu avant, puis faire des classes inversées, puis faire des jeux de rôle, enfin plein de choses. Mais en tout cas, optimiser le temps de présentiel avec les étudiants. Renforcer l'apprentissage socle et peut-être le sortir du champ des certitudes. Je veux dire, on peut pas... Le 2e cycle, c'est le champ des certitudes, mais il faut absolument que les étudiants comprennent que pour être professionnel, il faut savoir gérer les incertitudes. Et là, il va falloir travailler là-dessus. Favoriser un état d'esprit, et ça c'est sûr que je pense que n'importe quelle initiative dans la liberté pédagogique doit maintenant mettre au centre de l'apprentissage l'étudiant lui-même, l'apprenant, pour qu'il soit acteur de sa propre formation. Apprendre à s'auto-évaluer. On peut toujours parler d'approche par compétence, mais si on ne prend pas cette modalité-là d'évaluation, on ne va pas aller bien loin. Développer une démarche de réflexivité sur sa propre pratique, ça c'est très important, et puis l'intégrer dans un cercle d'apprentissage, dans une boucle d'apprentissage. Ça c'est fondamental. Voilà des objectifs qui me paraissent très importants liés à la liberté. Favoriser l'inter et la transdisciplinarité, là aussi c'est un sujet crucial. On est encore trop dans des formations cloisonnées en silos en France, et on ne peut pas, quand on fait des formations comme ça, quand les formations fonctionnent chacune dans leur coin, espérer qu'après les professionnels fonctionnent bien les uns avec les autres. Je veux dire, il faut que dès la formation initiale, il y ait cette transdisciplinarité et cette interdisciplinarité qui soit recherchée. Et puis, comme le dit Schleicher, préparer peut-être les étudiants à gérer des problèmes et à jouer des rôles que nous ne connaissons pas encore. C'est-à-dire, en gros, leur permettre vraiment de réagir, de savoir faire, de savoir agir dans des situations complexes. Enfin, je suis passé un peu vite, intégrer cette notion de complexité sur laquelle je m'arrête un petit peu. Cette notion de complexité, l'apprentissage de la complexité dans les sciences de la santé paraît un apprentissage essentiel, nécessaire. Car, en fait, au terme de nos études, des études que nous proposons, ça va mieux, hein, il y a du progrès. Mais il ne faut pas non plus imaginer que c'est la simple application des recommandations, des guidelines, qui suffit à faire notre métier. Ce serait une erreur de le penser, même dans les soins d'urgence. Dans d'autres disciplines, c'est encore davantage vrai. Mais enfin, je veux dire, on ne peut pas se limiter à ça, et vous le savez très bien. Il y a bien autre chose autour, parce qu'il faut tenir compte de la singularité du patient auquel on s'adresse. Donc, il faut travailler sur cette notion de complexité et essayer d'insuffler, en tout cas, une réflexion autour de cet élément-là. Bourri le résume très bien, et je le reprends, un article très récent qu'il a publié.
Et je le reprends ici, il parle d'une capacité, il faut travailler sur la capacité à relier des dimensions de différentes natures, biologiques, physiques, psychologiques, sociales, voire spirituelles, c'est pas voir, et spirituelles. Il faut travailler sur la capacité qu'ont les étudiants à intégrer et à agir face à l'imprévu et à l'incertitude, on y revient. Il faut les sortir du champ de la certitude. Il faut leur apprendre à intégrer l'interdépendance qu'il y a entre le métier de soignant, le système de santé et la société dans laquelle on évolue. Alors, il n'y a pas d'outil unique, il n'y a pas de recette, hein. Il y a plein de possibilités pour aller vers cette complexité, mais on ne peut plus faire des études médicales sans en parler, sans l'évoquer et sans la rechercher. Donc, ça peut être des récits narratifs et le rôle des humanités médicales, des sciences humaines et sociales, mais des sciences humaines, pardon, et des humanités médicales en particulier, est fondamental dans cet apprentissage à la complexité. On peut travailler sur plein d'autres moyens, je passe assez vite, mais notamment j'insiste sur le travail en interdisciplinarité, et puis aussi la nécessité d'aller vers d'autres disciplines bien éloignées, mais qui en fait vont enrichir notre réflexion sur la complexité, notamment des disciplines artistiques. Et le rôle des facultés des universités là-dedans, eh bien, c'est de nous permettre de créer un cadre culturel favorable à la recherche de cette complexité, ou en tout cas à un travail sur la complexité. Alors, je glisse un petit peu, ça c'était les objectifs qui me paraissaient vertueux, et puis je voudrais parler donc du point qui m'a été proposé, je ne dirais pas imposé, dans le cas de la liberté, mais on m'a demandé de parler de l'endoctrinement versus l'enseignement. Alors, je prends un exemple, ça vaut ce que ça vaut, mais je vais vous en parler parce que je connais un petit peu celui-là, et je voudrais juste témoigner à travers cet exemple-là du fait que c'est pas trop c'est pas le motif, l'objet de l'enseignement qui peut entraîner l'endoctrinement, c'est la façon que l'on a de le traiter. En France, on peut, et vous le savez, évoquer, et l'ordre reconnaît un certain nombre de médecines alternatives et complémentaires. Alors, ce terme-là n'est pas très très bon parce que je pense qu'il n'y a qu'une seule médecine. Il y a un autre terme qui est maintenant consacré, c'est pratique de soins non conventionnels. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui fait appel à des thérapies biologiques, thérapies manuelles, approches corps-esprit, et puis je sais que le professeur Stark vous parlera de méditation, des approches avec des fondements théoriques propres aussi, ça c'est les disciplines les plus complètes, parce qu'elles ont des fondements propres, et c'est très important d'avoir ça en tête, comme l'acupuncture, l'homéopathie et l'ostéopathie. Vous voyez, l'ostéopathie se retrouve à la fois dans les techniques manuelles, et puis à la fois dans les approches avec fondements théoriques propres. C'est très important de voir ce distinguo-là. Donc en gros, comment on approche ce problème-là et pourquoi j'en parle dans le cadre du risque d'endoctrinement. Ce sont des disciplines avec très peu ou pas de données probantes. Mais cette notion-là est évolutive. Hein. C'est-à-dire, il y a des fois, la méditation en particulier, ça a progressé, et puis les données probantes, elles sont apparues progressivement, et elles sont très fortes. Ce que l'on sait, et ce que dit le ministère de la Santé, c'est qu'il ne faut pas en parler trop en formation initiale. Il dit ça réservé plutôt à la formation continue. Puis ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a 70% des Français qui ont recours. 70% des Français qui ont recours, pour moi, c'est un argument suffisant pour qu'on s'y intéresse de près. Alors, je vais prendre l'exemple particulier de l'ostéopathie. L'ostéopathie, il existe un enseignement universitaire avec des DU, des DU, donc fait à l'université, dans les facultés de médecine, les UFR, autour de l'ostéopathie technique manuelle. Ça existe en France. Alors, c'est un enseignement intégré, c'est-à-dire qu'il n'est pas dissocié des autres DU, il n'est pas à part, enfin voilà, il est intégré. Il repose sur des modalités pédagogiques assez traditionnelles. Alors, il est plus ou moins réservé aux professionnels de santé, donc des gens qui ont quand même un bagage préalable. Et là, l'ostéopathie, même s'il y a des ostéopathes qui interviennent, elle est plutôt envisagée comme une approche complémentaire, une technique complémentaire qui pourrait être utile dans certains cas à des patients. Peut-être que vous êtes nombreux à avoir testé aussi, parce qu'on peut avoir tous testé ça, et puis c'est vrai que des fois ça fait du bien, puis ça empêche de prendre un médicament lorsqu'on a une lombalgie, bon, pourquoi pas. Donc là, c'est très important, c'est enseignement universitaire dans un cadre qui est celui de l'université, au milieu des autres formations, et où l'approche est celle-là. Et puis à côté de ça, il y a des écoles d'ostéopathie en France. Des écoles d'ostéopathie où là, on délivre non pas un diplôme d'État, c'est un diplôme d'école qui s'appelle le diplôme d'ostéopathe. Et là, même si le ministre dit qu'il ne faut pas aborder ça en formation initiale, c'est quand même des jeunes étudiants en formation initiale qui vont suivre cela. Mais on n'est plus dans le champ de la santé en termes de santé publique. Alors c'est ça, c'est un petit peu compliqué. Ce sont des écoles qui sont agréées par le ministère, agréées, mais elles sont isolées, indépendantes,
Elles marchent très très peu en réseau parce qu'elles sont plutôt en compétition les unes avec les autres. Hein. Ce sont des écoles payantes, privées. Et donc, bon, elles fonctionnent plutôt de manière isolée. Elles sont hors contrôle. Et quand je vous dis ça, je suis au courant, bien au courant. C'est-à-dire hors contrôle, le MESRI, non, c'est pas dans son périmètre. Et puis, il n'y a pas grand monde qui connaît en fait ces écoles-là et ce qui s'y fait. Et puis, il y a des étudiants qui sont des étudiants naïfs, parce qu'effectivement, eux, ils n'ont pas eu une formation antérieure. Voilà, ils n'ont pas eu une formation en médecine conventionnelle ou en santé conventionnelle. Et puis, ils sont captifs parce qu'ils payent très cher. Et puis, en général, ils payent un peu en anticipation pour l'année suivante. Et là, l'ostéopathie, elle est présentée comme une autre médecine. C'est-à-dire, elle n'est vraiment pas présentée comme une technique, mais une autre médecine avec des fondements propres, distincts, une théorie distincte, une physiologie distincte. Et on est très à distance de l'EBM. Et là, des fois dans ces écoles-là, pas systématiquement, mais des fois dans ces écoles-là, qui sont très nombreuses, sont suffisamment nombreuses, une trentaine en France. Vous avez vu cet été, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y en a 9 d'entre elles qui ont eu un agrément retiré, puis après on a remis l'agrément. Enfin bon, voilà, il y en a une trentaine en France. On a l'impression qu'on défend davantage une idéologie particulière du soin, et on va retrouver, quand on fait des inspections, des fonctionnements qui sont parfois déviants, vraiment déviants. Et là, on se rapproche de l'endoctrinement. Voilà. C'était le sujet, donc j'ai pris cet exemple-là. Alors, je pense que ce soit d'ailleurs pour les soins non conventionnels, ou même à titre individuel pour certaines disciplines, y compris des disciplines de médecine conventionnelle, si on veut éviter l'endoctrinement ou s'en éloigner, il faut juger de l'enseignant ou de la formation de sa capacité à être sincère par rapport aux données scientifiques produites, à dire ça c'est montré, ça c'est pas montré, ça c'est pas encore fait, voilà. Sa capacité à développer l'interactivité, à admettre la complexité, à admettre la critique et le doute. Vous verrez, hein, encore une fois, ce n'est pas rattaché uniquement à des formations, ça peut être rattaché aussi à des individus. Il faut veiller à ce que ces formations ne soient pas déconnectées de la médecine conventionnelle, mais qu'elles y fassent référence, en tout cas, ou qu'on sache la situer par rapport à la médecine conventionnelle. Donc, il ne faut pas que ce soit des formations indépendantes, mais interdépendantes. Interdépendantes, dans le cadre d'un curriculum qui a été bien défini avec d'autres disciplines. Et puis, il faut qu'elles, d'après moi, elles s'adressent à un public quand même un petit peu initié. Bon, là, on peut parler de liberté sous conditions. Et ces conditions sont celles que je viens d'évoquer. Et si je termine en 3 diapos, sur le dernier point qui m'a été évoqué, qui était donc la place de l'expérimentation et de la recherche en pédagogie. Alors, quelle est la place de cette expérimentation et recherche en France? Eh bien, elle est essentielle pour ceux qui s'y intéressent et elle est méconnue pour beaucoup. Voilà ce que je peux dire. Les facteurs limitants, c'est que, encore en France, on entend ce discours-là, la pédagogie c'est intuitif, etc., etc. Il y a une très faible valorisation dans les conseils nationaux des universités, dans toutes les disciplines, dans beaucoup de disciplines. Un peu moins maintenant dans les disciplines paramédicales qui viennent d'avoir des sections CNU que dans les disciplines médicales, certainement. Je pense que les disciplines paramédicales vont pouvoir être nettement plus motrices dans ce projet. Il y a un intérêt souvent de surface, quand même, encore, de nos collègues des disciplines. Et puis, en France, on est toujours particulier. Et donc, ce qui a été écrit ailleurs, à droite, à gauche, on va finir par dire « Oui, très bien, mais la transposition dans notre milieu, c'est un peu plus difficile qu'ailleurs, c'est compliqué. » Bon, voilà, on ne sait pas très bien faire. Et puis la littérature pédagogique, hein, il faut le dire, elle est jugée nettement moins prestigieuse que la littérature scientifique concernant la recherche biomédicale. Alors il y a des facteurs facilitants néanmoins, et puis je voudrais en citer quelques-uns. Il y a une revue francophone de très bon niveau, la pédagogie médicale, pardon. Il y a une société internationale francophone d'éducation médicale qui est très active, la CIFEM. Et puis il y a des revues internationales qui sont avec un indice bibliométrique très élevé, et qui sont classés en France, SIGAPS A et B, même si l'impact factor est assez faible. Voilà, il y a des départements aussi qui ont été créés un peu partout, des DU, des DU. Le bilan actuel, on a une production qui est en progression, incontestablement en France, mais qui est encore bien faible. Et puis ce concept de Best Evidence Medical Education, qui est l'équivalent de l'EBM en fait, pour la pédagogie, ce concept-là est encore un concept jugé très abstrait. On a quand même une attitude en France à être plus suiveur qu'initiateur dans le cadre de la pédagogie. Et là, on voit bien avec la réforme du deuxième cycle qu'on est allé chercher des choses, en particulier au Québec, pour l'amener chez nous et puis le mettre à notre sauce. C'est un peu ça, on est quand même plus dans ce modèle-là, mais ça va changer. Je me réfère à un article qui a été fait, une revue de la littérature, une revue systématique qui a été faite par
par notre collègue Potier de Nantes. Ça date de 2015, mais enfin quand même, ça a certainement progressé et c'est beaucoup mieux. Mais vous voyez, en 2015, la publication autour de la pédagogie médicale et de l'éducation en santé, en France, c'était 0,3% des publications et c'est nettement en dessous de ce que l'on fait au niveau de la science et de la recherche biomédicale. Alors ça progresse, voilà, il y a des perspectives. Je pense que petit à petit, ça va aller mieux. Et je vais en rester là. Et donc, comme conclusion, la liberté d'enseigner en sciences de la santé, c'est essentiel. J'espère l'avoir démontré. C'est fondamental d'avoir cette liberté. Mais ne nous trompons pas d'objectif. Et je rappelle ce que disait le professeur Hamburger. Je pense qu'il avait raison et que ça s'applique à toutes les formations. Merci beaucoup.